Ok les gars, on se grouille, on va pas tarder à monsieur, on joue pas au cow-boy ici, on fait de l'histoire antique. Donc, cassez-vous. Ok les gars, changement de programme, aujourd'hui on va parler du Far West. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, on va complètement changer de sujet et de période. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire des bandits les plus célèbres de l'Ouest américain, les Dalton. Vous les connaissez certainement au travers des aventures de Lucky Luke, c'est donc par là qu'on va attaquer le sujet. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais les Dalton que vous connaissez sous les noms de Joe, Jack, William et Avril ne sont pas les vrais Dalton. Ce sont en réalité les cousins Dalton, comme on l'apprend dans l'aventure de Lucky Luke, les cousins Dalton. Les véritables Dalton, eux, apparaissent dans une seule aventure de Lucky Luke, hors la loi. Dans cette aventure de Lucky Luke, les Dalton, les vrais cette fois, s'appellent Bob, Grat, Bill et Emmett. À la fin de cet album hors la loi, il s'est passé quelque chose de relativement inédit pour une aventure de Lucky Luke, à savoir que les Dalton meurent. Cette fin a d'ailleurs choqué les fans à l'époque, et la planche qui devait à l'origine sortir dans l'album a dû être censurée. Comme vous pouvez le voir sur cette image, elle est un petit peu trop gore et glauque pour du Lucky Luke. Mais même dans la version album définitive, les Dalton meurent à la fin. C'est suite à la colère des fans qui s'étaient beaucoup attachés aux véritables Dalton que Maurice décida de les faire revenir par le biais de leurs cousins qui eux sont totalement inventés. Bob, Grat, Bill, Emmett. Ah, si nous pouvions leur ressembler. Tu as raison, Joe. Ils étaient beaux. Ils étaient intelligents. Nous avons le nom. Nous nous ferons des prénoms. Nous serons dignes de nos illustres cousins. Nos anciens seront fiers de nous. Quand est-ce qu'on mange? Car si Joe, Jack, William et Avril n'ont jamais existé, Bob, Grat, Bill et Emmett, eux, ne sont pas des personnages fictifs. Je vous propose donc aujourd'hui à travers cette vidéo de découvrir leur véritable histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point contexte. Je ne vais pas vous faire un récit complet de la conquête de l'Ouest, mais juste de la période et de la zone géographique qui nous intéresse. Parce que vous verrez que c'est quand même un petit peu important pour l'histoire. Cette zone qui nous intéresse, c'est l'Oklahoma dans la dernière partie du 19e siècle. À la suite de la colonisation du territoire indien au début du 19e siècle, les Amérindiens qui vivaient là sont chassés et déportés au fur et à mesure de l'avancée des colons. Finalement, en 1830, le gouvernement américain adopte l'Indian Removal Act. Cette loi crée le territoire indien et oblige les 5 tribus indiennes dites civilisées, les Cherokees, les Séminoles, les Choctaws, les Creeks et les Chickasaw, qui vivaient à l'est du Mississippi, à aller s'y installer. Ceux qui refusent de partir seront déportés de force dans ce territoire. Les limites de ce territoire sont ensuite plus clairement définies en 1834 avec l'Indian Intercourse Act. On compte environ 30 nations et tribus amérindiennes vivant sur ce territoire. Mais comme vous le savez, les choses ne vont pas en rester là. En 1880, le territoire indien s'est considérablement réduit et il ne reste plus que le territoire qui correspond à l'Oklahoma actuel. À partir des années 1880, les colons commencent à s'installer un peu partout et n'importe comment dans ce territoire indien. En 1889, le président américain de l'époque, Benjamin Harrison, décide d'ouvrir une partie du territoire indien, la partie ouest, à la colonisation. Ce nouveau territoire se nommera désormais territoire de l'Oklahoma. Cela représente environ 2000 acres, soit 8100 km². Cette décision est actée le 2 mai 1890. Mais dès 1889 commencent les fameuses Land Rush. Selon le principe du premier arrivé, premier servi. À une date précise, les colons partent en même temps sur le nouveau territoire et le premier arrivé sur un bout de terrain de 160 acres, soit environ 800 m², peut décider de s'y installer légalement et d'en devenir propriétaire. La nouvelle capitale de l'État, Guthrie, est créée en une seule journée à la suite de la première Land Rush. Cette première Land Rush, justement,
a lieu le 22 avril 1889 avec plus de 50 000 candidats. Autant dire que ce fut assez brutal et que parmi les honnêtes gens, on trouve aussi tout un tas de desperados qui y voient là l'occasion d'échapper à la justice. Les land rush suivantes ont lieu le 22 septembre 1891, le 19 avril 1892, le 14 septembre 1893 et enfin le 23 mai 1895. Finalement, le territoire indien, déjà réduit de moitié, disparaît complètement le 16 novembre 1907 lorsqu'est créé l'État de l'Oklahoma. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que cela a un rapport direct avec l'histoire des Dalton. Je pense qu'il était nécessaire de préciser ce point afin de bien comprendre le contexte dans lequel vont évoluer les frères Dalton. Mais trêve de bavardage, passons à notre histoire. La famille Dalton est d'abord installée dans le Missouri avant de déménager en 1880 vers ce qu'on appelle alors le territoire indien. Là-bas, le père de la famille se consacre à l'élevage et à la culture des champs. Le père, justement. James Louis Dalton est un vétéran de la guerre du Mexique qui a eu lieu entre 1846 et 1848. Il épouse Adeline Younger qui deviendra Adeline Younger Dalton par ce mariage. Le nom de Younger ne vous est peut-être pas inconnu, et vous avez raison. Adeline est la tante de Cole et Jim Younger, deux autres célèbres bandits du Grand Ouest. James et Adeline sont plutôt productifs puisqu'à eux deux, ils ont 15 enfants, 10 garçons et 5 filles. Le premier, Ben, naît en 1852. Il sera suivi de Cole, Louis, Littleton, Lelia, Frank, Grattan, Bill, Eva, Bob, Emmett, Léona, Nami et enfin les deux jumeaux Adeline et Simon, nés en 1878. Malgré cette très nombreuse famille, les enfants Dalton reçoivent une bonne éducation et deux d'entre eux, Ben et Cole, fréquentent même l'université. La famille Dalton vit donc principalement de l'élevage et de la culture, même si le père, James, a tendance à changer régulièrement d'emploi. Ils vivent cependant tous dans la ferme familiale dans le territoire indien. Mais certains des enfants Dalton aspirent à un peu plus d'aventure. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter en détail la vie des 15 enfants Dalton. On va commencer par Frank. En 1884, Frank Dalton, alors âgé de 25 ans, s'ennuie un peu dans la ferme familiale et décide de partir à l'aventure. Pas en devenant braqueur de banque, non, mais en devenant deputy marshal. Et oui, on parle bien des marshals chargés de faire respecter l'ordre et la loi. Il officiait donc en tant que deputy marshal aux environs de Fort Smith dans l'Arkansas. Frank était plutôt un bon marshal, décrit comme étant intrépide et honnête. Pour cela, il avait l'admiration de ses plus jeunes frères, en particulier Emmett. Mais le métier de deputy marshal est un métier relativement dangereux. Le 27 novembre 1887, Frank, accompagné d'un autre deputy marshal, Jim Cole, sont sur les traces de 3 trafiquants de whisky qu'ils traquent depuis plusieurs mois déjà. Finalement, les deux marshals parviennent à localiser leur campement. En arrivant à ce campement, ils ne trouvent qu'une femme en train de cuisiner. Cole s'approche de la femme tandis que Frank décide de contourner la tente. Mais dès qu'elle aperçoit Cole, la jeune femme se jette sur lui en criant et en hurlant. Au même moment, Smith, l'un des 3 trafiquants, sort de la tente et fait feu sur Frank qui réplique immédiatement. Frank est touché au bras, mais Smith s'écroule, mort. Puis le deuxième trafiquant, Dixon, sort à son tour de la tente. Il aperçoit Frank et les deux hommes font feu au même moment. Frank est à nouveau touché, cette fois-ci sur le flanc gauche. Il met un genou à terre et lâche son arme. Dixon, lui, s'écroule, raide mort. Mais c'est alors que le troisième trafiquant, un jeune garçon du nom de Towerley, sort à son tour de la tente. Il voit Frank à terre, désarmé, mais n'hésite pas une seule seconde, il tire sur lui à 3 reprises. L'une des balles atteint Frank à la tête. Cole finit par se débarrasser de la femme et se porte au secours de Frank. Il aperçoit Towerley et tire sur lui. Mais trop tard, le bandit s'est échappé. Il se tourne alors vers Frank et ne peut que constater la mort de ce dernier. Towerley ne s'enfuira pas bien longtemps. Frank était très apprécié des autres marshals et à l'annonce de sa mort, tous les deputy marshals de Fort Smith décident de se lancer à la poursuite de Towerley. Il est retrouvé quelques jours plus tard par 2 marshals. Il en tue un, mais est mortellement blessé par le second. La mort de Frank Dalton est essentielle dans l'histoire des Dalton.
Sans ce tragique événement, il est probable qu'aucun des frères Dalton ne soit jamais passé du mauvais côté de la barrière. Après la mort de Frank, le colonel John Carroll envoie une lettre à Grant Dalton, lui proposant de devenir marshal à Fort Smith comme son regretté frère. Grant accepte, et Bob décide de l'accompagner afin de le seconder. Ils sont tous deux nommés Deputy Marshal. Leur jeune frère, Emmett, les accompagne de temps en temps lors de certaines de leurs tracks. Ils se révèlent être d'aussi bons Deputy Marshal que le fut leur frère avant eux. Mais le salaire est assez faible et bien souvent les dépenses de Bob sont supérieures à ses gains. Cela est en partie dû au fait qu'un Deputy Marshal, qui tuait un homme dans l'exercice de ses fonctions, devait payer de sa poche les obsèques du criminel si celui-ci n'avait pas de famille connue. Et cela arrivait quand même assez souvent. Un autre problème entraînait cette précarité financière. Il s'agit de la corruption qui était très présente à cette époque. Tellement présente que certains marshals, qui sont les supérieurs directs des Deputy Marshals, détournaient le salaire de leurs employés pour le mettre dans leur poche. Un nouveau marshal, un certain R.L. Walker, devient le nouveau boss de Bob. Et il ne se priva pas de détourner les salaires de ses subalternes pour s'en mettre plein les poches. Lassé de cette injustice, Bob décide finalement d'abandonner son poste. Accompagné de son frère Emmett et de quelques autres personnes, Bob décide de prendre la route du Nouveau-Mexique afin d'y rechercher de nouvelles opportunités de s'y faire de l'argent et de ne plus souffrir de la corruption du gouvernement. Après plusieurs jours de cheval, ils arrivent finalement au Nouveau-Mexique. Ils décident de prendre un peu de repos dans la ville de Silver City. C'est dans cette ville que Bob fait la rencontre de Miss Eugenia Moore, une jeune maîtresse d'école qui jouera un rôle important par la suite. Après quelques jours, Bob décide finalement de rentrer dans l'Oklahoma où se trouve la ferme familiale. Sur la route, il fait une halte dans la ville de Santa Rosa, toujours dans le Nouveau-Mexique, où il se retrouve dans un saloon à jouer au Monte, un jeu de cartes mexicain. Alors que Bob est en train de jouer, Emmett observe et se rend compte que la partie est truquée. Il en avise Bob qui donne discrètement quelques directives à ses camarades. Au bout d'un moment, tous dégainent leurs armes et s'emparent de l'argent présent sur la table avant de prendre la fuite en tirant des coups de feu. Et oui, les coups de feu en l'air, c'était clairement pour le style. Si personne n'est blessé ni même violenté, cela constitue le premier crime des Dalton. Après avoir semé les quelques hommes lancés à leur trousse, ils parviennent finalement dans l'Oklahoma. Bob rend visite à sa mère et décide ensuite d'aller retrouver son frère Bill qui possède un ranch en Californie. Il est alors accompagné de McElhaney, l'un des hommes qui l'accompagne depuis qu'il a déserté son poste de marshal. Pendant les aventures d'Emmett et de Bob dans le Nouveau-Mexique, Grattan, lui, avait également décidé de démissionner de son poste de Deputy Marshal pour les mêmes raisons que Bob. Il part de son côté retrouver son frère Littleton, également en Californie. Mais revenons à Bob. Les choses auraient pu rester telles quelles et à ce moment de l'histoire, rien ne laissait encore présager de la carrière criminelle des Dalton. Les choses vont changer au mois de février 1891. Alors qu'il travaille dans le ranch de son frère, Bob entend parler de l'attaque d'un train de la Wells Fargo Express Company qui a eu lieu quelques jours plus tôt dans la localité d'Alila. Et quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que les responsables présumés de cette attaque sont les frères Dalton. Quelques jours plus tard, des marshals et un certain détective Smith de la Wells Fargo Company se présentent à la ferme de Bill. Ils viennent arrêter Bob. Bien qu'innocent, Bob n'a aucune confiance dans la justice de son pays et décide avec McElhaney de se cacher dans le ranch de Bill. Malgré ce que Bill dit au détective, celui-ci reste persuadé que Bob et Grant sont responsables de l'attaque du train. Cette affaire est d'autant plus grave que lors de cette attaque, un homme a été tué de sang-froid par les bandits. Devant la détermination du détective et persuadé de la corruption des autorités, Bob décide de passer dans la clandestinité. Son frère Grant se trouve alors à Fresno, à plus de 150 km de là, et Bob pense que cela suffira à le faire innocenter de façon évidente. Il décide alors de fuir dans les montagnes tandis que McElhaney se rend dans l'Arkansas pour voir sa sœur. Et comme le pensait Bob, Grant est rapidement arrêté mais tout aussi rapidement relâché à cause des nombreux témoignages attestant de son innocence. Du moins pour un temps. Grant part pour San Francisco. Là-bas, le détective Smith l'arrête une seconde fois sur la base de faux témoignages, mais le tribunal ordonne sa remise en liberté. Il part alors travailler à son tour dans le ranch de son frère Bill, où il se fait arrêter une troisième fois. Mais cette fois-ci, le détective Smith trouve un tribunal un peu plus acquis à sa cause. La caution fixée pour la libération de Grant s'avère tellement élevée que celui-ci est obligé de rester en prison pour la durée du procès.
Pendant ce temps, Bob retourne voir sa mère, mais il doit rapidement repartir car il est sans cesse pourchassé par les autorités. Cette fois-ci, il repart en compagnie d'Emmett et quelques autres compagnons vont rapidement les rejoindre. La rumeur de bandits des Dalton, bien que largement fausse, continue de grandir d'une façon incontrôlable. À chaque fois qu'une attaque de banque ou de train est commise, on entend « c'était les Dalton ». Bob commence à en avoir un peu marre de cette situation et décide de mériter sa réputation. Miss Moore, la jeune femme que Bob avait rencontrée à Silver City, commence à entretenir une relation plutôt intime avec ce dernier. Entre-temps, elle est également devenue télégraphiste amateur. Un jour, au hasard de son travail, elle apprend que la compagnie Wells Fargo a l'intention de transférer une grosse quantité d'argent par voie ferroviaire. Souvenez-vous, la Wells Fargo, c'est la compagnie qui a engagé le détective Smith et qui a accusé à tort les Dalton d'avoir braqué leur train. Miss Moore décide de passer cette information à Bob Dalton. Ce dernier a une sacrée dent contre la Wells Fargo, surtout que son frère Gratt est toujours en prison à cause d'eux. Il planifie alors l'attaque de ce train. Emmett reste en retrait avec des chevaux frais. Pendant ce temps, Bob, accompagné de George Newcomb et de Charles Bryant, se dirige vers la ville de Wharton. Bryant reste en retrait avec les chevaux, tandis que Bob et Newcomb vont en ville attendre le train de 22h30. Lorsque le train est prêt à repartir, Bob et Newcomb sautent sur le train, maîtrisent le conducteur et le machiniste et les forcent à arrêter le train un peu plus loin, à côté de l'enclos à bétail, dans lequel Bryant attend avec les chevaux. Bob va ensuite s'occuper du coffre de la compagnie, pendant que Bryant et Newcomb tiennent en respect les passagers avec leurs revolvers. L'attaque se déroule sans accroc et les trois bandits repartent avec un butin de plusieurs milliers de dollars. Je précise quand même que lors de cette attaque, comme dans toutes les autres attaques de train qui vont suivre, les Dalton ne s'en prennent qu'au coffre de la Wells Fargo et ne dérobent jamais les biens des voyageurs. Avec cette attaque, les Dalton rattrapent un petit peu la rumeur qui leur colle au derrière et sont désormais qualifiés de pilleurs de train. La bande se retrouve en cavale et a sur ses traces plusieurs marshals et autres chasseurs de primes. Mais malgré cela, Bob n'a pas vocation à continuer sur la voie criminelle. Cette attaque de train était surtout destinée à se venger de la Wells Fargo. Durant la période qui suit l'attaque du train de Wharton, Bob Dalton s'impose naturellement comme le chef de la bande. Mais se mettre hors la loi n'est pas sans conséquences. Le premier à en faire les frais est Charles Bryant. Il est abattu par un marshal alors qu'il rendait visite à son frère. La mort de Charles et la pression que les autorités font peser sur eux fait prendre conscience à Bob et Emmett que la vie de criminel est quand même un peu dangereuse. Considérant leur compte avec la Wells Fargo comme réglé, ils envisagent de s'enfuir en Amérique du Sud. Mais comme vous vous en doutez, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu. À la Nouvelle-Orléans, Bob et Emmett apprennent dans les journaux que leur frère Gratt a été condamné pour l'attaque du train d'Alila. Refusant d'abandonner leur frère, ils décident de remettre à plus tard leur projet de partir en Amérique du Sud. Mais Gratt ne les attend pas et la nuit même de son arrivée en prison, il s'évade avec d'autres prisonniers. Bob et Emmett rendent à nouveau visite à leur mère dans l'Oklahoma avant de partir se cacher dans l'immensité de l'Amérique. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'Adeline Dalton verra son fils Bob en vie. Il décide alors de réunir Gratt et d'autres anciens membres du gang afin de faire payer la Wells Fargo, de s'en mettre plein les poches et sans pour autant abandonner leur projet de s'enfuir en Amérique du Sud. Un programme bien chargé. Bob reprend contact avec Miss Moore, toujours opératrice de télégraphe, afin de lui demander si elle n'aurait pas par hasard quelques petites informations sur un nouveau train à braquer. Alors qu'il commence à se laisser gagner par l'ennui, Miss Moore les contacte avec justement de nouvelles informations. Avec ces informations, Bob planifie l'attaque d'un train dans la petite station de l'Eliata. Pour cette attaque, Bob et Emmett sont à nouveau accompagnés de George Newcomb, mais également de 4 nouveaux. Charles Pierce, Bill Doolin, Dick Broadwell et Bill Powers. L'attaque est assez similaire à leur précédent braquage. La bande se cache dans la station et au moment où le train repart, saute sur la locomotive pour prendre le contrôle du train. Cette fois, le butin ne contient que des pièces de 50 centimes et $1, mais il s'élève quand même à quelques milliers de dollars. Après cette attaque, Bob et Emmett décident d'arrêter au grand désespoir de leurs autres compagnons qui auraient bien continué eux. Bob et Emmett envisagent alors de revenir à leur plan de départ, à savoir s'enfuir en Amérique du Sud. Mais ils apprennent alors, par l'intermédiaire de Miss Moore,
que Gratt a un petit peu de difficulté dans sa cavale et aurait bien besoin d'argent. Le voyage vers l'Amérique du Sud est retardé le temps que Miss Moore puisse faire passer de l'argent à Gratt et éventuellement que celui-ci les rejoigne. Justement, partons un peu en Californie pour voir ce qu'il se passe du côté de Gratt. Après un simulacre de procès et une évasion, Gratt se retrouve en liberté avec le statut de fugitif comme ses deux frères. Sa cavale commence et Gratt adopte certains réflexes comme le fait de dormir tout habillé avec sa carabine Winchester chargée à portée de main. Grâce à sa prudence, il échappe à plusieurs tentatives de capture et finit par se réfugier dans la ferme d'un ami, le juge Gray. Il y reste 2 semaines et apprend entre autres que l'avocat qui était chargé de le défendre a été payé par la Wells Fargo pour qu'il soit condamné. Gratt part ensuite dans l'Oklahoma dans l'idée de retrouver ses frères. Cela lui prend tout de même 3 mois, sa cavale l'obligeant à faire certains détours et à prendre certaines précautions. C'est durant cette période de 3 mois que Miss Moore fait parvenir de l'argent à Gratt. Il rejoint finalement ses frères en avril 1892. Gratt raconte ses aventures à ses frères et le ressentiment qu'ils avaient contre la Wells Fargo ne tarde pas à refaire surface. Ils décident alors de refonder la bande avec Gratt et de mettre une fois de plus leur projet de fuite vers l'Amérique du Sud de côté. Mais rappelez-vous, le 19 avril 1892, c'est le début de la 3e Land Rush. Le territoire Cheyenne vient tout juste d'être ouvert aux colons. Cela apporte en plus des colons un certain nombre de hors-la-loi venus s'enrichir facilement dans ce nouveau territoire. Les meurtres, fusillades et attaques de train sont monnaie courante et certaines d'entre elles sont à nouveau attribuées à tort aux Dalton. Il faut dire que la nouvelle de la réunion des 3 frères, Bob, Emmett et Gratt, s'est rapidement répandue et elle fait assez peur à tout le monde. Mais dans tout ce chaos, les Dalton ne trouvent aucune opportunité intéressante de s'en mettre plein les poches. Finalement, une occasion se présente quelques mois plus tard, en juillet 1892, et les Dalton, accompagnés de Bill Powers et Bill Doolin, attaquent un train près de Red Rock, dans le comté actuel de Noble, dans l'Oklahoma. Leur mode opératoire est là encore similaire à leurs précédentes attaques de train. Leur butin est cependant décevant. La bande a désormais hâte de pouvoir faire un dernier gros coup. Grâce à leurs contacts, qui constituent un véritable réseau d'informations clandestins, le gang entend parler d'un grand transfert de fonds qui doit avoir lieu prochainement. Ils décident d'attaquer le train à Adair, dans le territoire indien, le soir du 14 juillet. Là encore, ils utilisent la même technique qui a déjà fait ses preuves. Charles Pierce s'occupe de garder les chevaux, tandis que Gratt, Bob, Doolin, Powers, Broadwell et Newcomb vont se cacher en ville pour attendre le train. Emmett reste encore une fois en retrait. Lorsque le train arrive, Bob et Doolin sautent sur la locomotive et maîtrisent le machiniste et le conducteur. Mais alors qu'ils maîtrisent la situation, Bob ne tarde pas à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Des coups de feu sont échangés à l'arrière du train. Pour Bob, cela ne fait aucun doute, leur informateur les a trompés. Il est en réalité plus probable que les Dalton aient simplement été aperçus dans la région. Quoi qu'il en soit, mis au courant que les Dalton risquaient d'attaquer le train, la Wells Fargo avait pris ses dispositions. Elle avait grandement renforcé la sécurité de ses trains. Dans ce train, justement, se trouve le détective Kinney, le marshal Sid Johnson, le chef de la police indienne Charlie Lafleur et une dizaine de deputy marshals. Tous attendant de pied ferme les Dalton. Mais lorsque les balles commencent à fuser dans tous les sens, certains se révèlent un petit peu moins courageux que prévu. Au final, seuls Kinney, Johnson et Lafleur opposent une réelle résistance. D'ailleurs, après l'attaque, l'un des passagers du train témoin de la scène conclura sur le rôle et l'efficacité de ces marshals de la façon suivante. En résumé, on peut dire que ces détectives, qui avaient pris place parmi nous dans l'hypothèse d'une tentative criminelle contre le train, se sont montrés vraiment très braves. Tant qu'on n'a pas eu besoin d'eux. Malgré tout, certains d'entre eux se battent avec acharnement et la fusillade est particulièrement intense. Les 3 meneurs des représentants de la loi, Kinney, Johnson et Lafleur, sont blessés. Mais plus grave encore, plusieurs balles perdues touchent la pharmacie située en face de la gare. 2 médecins qui se trouvent alors dans la pharmacie sont touchés et l'un d'eux succombera à ses blessures. Malgré cette résistance et ce déluge de balles, la bande parvient à s'enfuir avec quelques milliers de dollars et sans qu'aucun membre ne soit blessé. Cette attaque a pour conséquence directe de grandement augmenter les primes sur la tête des membres du gang.
On offre désormais 5 000 $ de récompense pour chaque membre, soit un total de 40 000 $ pour toute la bande. Cette prime colossale rend les frères Dalton très méfiants envers leur contact. Surtout que Bob reste convaincu que l'un d'entre eux les a trahis lors de la dernière attaque de train. Malheureusement, ils n'ont pas réuni assez d'argent pour s'enfuir en Amérique du Sud. Cette dernière attaque de train n'était pas le gros coup espéré. La cavale reprend et 2 semaines après l'attaque du train d'Adaïr, Bob Dalton apprend une bien triste nouvelle. Le décès de Miss Moore. Cette femme représentait pour lui bien plus qu'une simple informatrice. Après quelques jours de deuil, cela a finalement pour conséquence de renforcer la détermination de Bob. Il met alors au point un plan improbable mais incroyablement audacieux. Un plan qui va tragiquement les faire entrer dans la légende. Conscient que les trains seraient de plus en plus surveillés, Bob décide de changer de cible et d'attaquer une banque. Ou plutôt 2 banques. En même temps, Bob projette d'attaquer simultanément la CM Condon Bank et la First National Bank à Coffeyville. Ce sera la première attaque simultanée de 2 banques de l'histoire. Emmett est au début réticent à l'idée, surtout que Coffeyville est une ville qu'il connaît bien et il n'a pas envie que ses habitants soient blessés. Mais il se laisse quand même assez rapidement convaincre. Le plan est simple, mais aux yeux de la bande, il semble infaillible. Pour cette attaque, ils ne sont que 5. Bob, Emmett et Grant Dalton évidemment, mais aussi Dick Broadwell et Bill Powers. Bob a décidé de laisser les 3 autres de côté, car d'après lui, ils ont un peu trop tendance à s'arrêter chez leurs amis lorsqu'ils sont en cavale, ce qui peut se révéler un peu dangereux. Comme je l'ai dit, le plan est simple. Les 5 hommes se divisent en 2 groupes. Bob et Emmett d'un côté, et Grant, Broadwell et Powers de l'autre. Les 2 groupes entreront en même temps dans les 2 banques qui se font face, prendront l'argent et s'enfuiront. Ils avaient même prévu pour leur fuite un bon attelage de chevaux tirant une voiture dans laquelle se trouvaient des munitions, des armes et des provisions. L'attaque est prévue pour le matin du 5 octobre 1892. Mais dès qu'ils arrivent en ville, une première complication apparaît. La rue dans laquelle ils comptaient attacher leurs chevaux est en travaux, si bien qu'ils sont contraints d'attacher leurs chevaux plus loin que l'endroit prévu initialement. Le plan reprend ensuite son cours, et arrivé à l'entrée sud de la Condon Bank, les 5 bandits se séparent. Grant, Broadwell et Powers entrent dans la banque, tandis que Bob et Emmett traversent la rue pour entrer dans la First National Bank. Mais la bande est repérée dès qu'ils entrent dans les banques, et à partir de là, les choses vont s'enchaîner assez rapidement. The bank's been robbed! The bank's been robbed! That's the Dalton! Which bank? Both of them! Get your rifles, find cover. Dans la Condon Bank tout d'abord, Grant met en joue l'employé derrière le comptoir et lui ordonne d'ouvrir le coffre. C'est alors que l'employé va ruser. Il dit à Grant que le verrou du coffre est équipé d'une minuterie et qu'il ne s'ouvrira pas avant 9h45. Get it open. Hurry. I said get it open. I can't. It's got a time lock. What? It won't open till 9:45. 3 minutes to go. Now, Bob said we had to get in and get out in 5 minutes. Without the money? He didn't say that. We wait. C'est complètement faux, mais le subterfuge fonctionne. Il est alors 9h42 et les bandits décident de patienter 3 minutes dans la banque. Pendant ce temps, dans la First National Bank, les choses se déroulent un peu mieux pour les frères Dalton. Aussitôt entré, Emmett tient en respect avec sa carabine les 4 employés et les 4 clients qui sont présents dans la banque. Bob, lui, fait le tour du comptoir et oblige le caissier à vider le contenu du coffre dans son sac. Une fois cela fait, les 2 frères se dirigent vers la sortie. Mais dès qu'ils mettent le nez dehors, des coups de feu sont tirés dans leur direction. L'alerte avait été donnée. Ils sortent alors par la porte de derrière. Emmett tient le sac de billets et Bob est chargé de l'escorter. Aussitôt sorti, un jeune homme, Lucius Baldwin, se dirige vers eux et les menace de son arme. Après un avertissement oral qui reste sans effet, Bob tire sur Baldwin, qui mourra peu de temps après de cette blessure. C'est alors qu'ils se rendent compte que la ville est un véritable champ de bataille. Une bonne partie de la ville a pris les armes et tire désormais sur les Dalton. Bob abat encore 2 personnes qui lui tirent dessus depuis un magasin de chaussures, George Cubin et Charles Brown. Ils attendent ensuite quelques minutes sous le feu ennemi que les 3 autres sortent de la banque. Finalement, Grant, Powers et Broadwell finissent par sortir. Les 3 minutes qu'ils ont perdues à attendre l'ouverture d'un mécanisme inexistant
a probablement été fatale à toute la bande. Le gang s'enfuit vers les chevaux, toujours sous le feu des citoyens de la ville. Les balles fusent dans tous les sens et plusieurs habitants de la ville sont touchés, parfois mortellement, par des balles perdues sans qu'on puisse savoir qui les a tirées. Les 5 bandits parviennent à rejoindre leurs chevaux à peu près indemnes sous un déluge de balles. Cela relève, pour ainsi dire, du miracle. Ils tentent de s'enfuir à cheval, mais cette fois les tirs sont beaucoup trop nombreux et toute la bande finit par être touchée. Broadwell est le seul qui parvient à quitter la ville, mais mortellement blessé, il finit par mourir à 1,5 km de la ville. Gratt et Powers sont déjà morts. Bob est à terre, mais encore en vie. Emmett tente de le hisser sur son cheval, mais il est touché à son tour et les 2 hommes s'écroulent. Bob tire une dernière fois avant de lâcher son dernier soupir. Emmett perd connaissance. Ainsi s'achève le gang des Dalton. Bien que touché à 23 reprises, Emmett survit à ses blessures. Les jours qui suivent la fusillade sont assez chaotiques pour Emmett. Les médecins lui donnent 1 chance sur 10 de s'en sortir. Et c'est sans doute ça qui a empêché certains habitants de la ville de le lyncher. Mais contre toute attente, Emmett survit et commence même à se remettre de ses blessures. Les 4 autres membres de la bande sont tués et de nombreux habitants prennent des photos des dépouilles des bandits. Certains posent même avec leurs cadavres, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après cette mise en scène macabre, les bandits sont enterrés dans le cimetière de Coffeyville. Quelques jours après, la famille de Dick Broadwell arrive et fait déterrer son cadavre pour l'enterrer ailleurs, ce qui explique l'absence de son nom sur la pierre tombale. Broadwell est probablement enterré au Hutchinson Eastside Cemetery dans le Kansas, mais sa tombe ayant aujourd'hui disparu, on ne peut pas en être sûr à 100%. Après plusieurs semaines de convalescence, Emmett est accusé de 2 meurtres, ceux de Lucius Baldwin et de George Cubin. Il est aussi accusé du braquage de la First National Bank. Emmett affirme lors de son procès n'avoir tiré aucun coup de feu lors du braquage et que les 2 hommes qu'on l'accuse d'avoir tués ont en réalité été abattus par son frère Bob. Malgré tout, sur les conseils de son avocat, il finit par plaider coupable de complicité de meurtre. Cette stratégie ne sera pas vraiment payante puisqu'il est condamné le 8 mars 1893 à la prison à perpétuité. Il est finalement libéré le 6 juillet 1907. Après 14 ans, 5 mois et 28 jours de prison. Si l'histoire des Dalton nous est connue avec autant de précision, c'est parce qu'à sa sortie de prison, Emmett décide d'écrire un livre retraçant l'histoire de sa vie et de ses frères. Il incarnera même son propre rôle en 1916 dans un film muet. Il mourra finalement le 13 juillet 1937 à l'âge de 66 ans. On va parler un peu du livre d'Emmett qui est la principale source d'informations sur ces événements. Mais avant ça, il faut encore vous conter quelques petites péripéties. Car si le raid de Coffeyville met un terme au gang des Dalton, il ne met pas un terme définitif aux activités criminelles des frères Dalton. Car un autre Dalton va faire parler de lui. On l'a déjà évoqué à quelques endroits, il s'agit de Bill Dalton. On a déjà évoqué Bill Dalton. Il possédait un ranch en Californie et ses frères Emmett, Bob puis Gratt Dalton sont venus lui rendre visite à quelques occasions lors de leur cavale. À ce moment-là, Bill est encore un homme intègre. Mais d'anciens membres du gang des Dalton vont venir s'en mêler. Après la mort de Bob et de Gratt Dalton, 3 anciens membres du gang, Bill Doolin, George Newcomb et Charles Pierce, rendent visite à la mère des Dalton afin de lui présenter leurs condoléances. C'est à cette occasion qu'ils rencontrent Bill et Littleton Dalton et leur proposent de monter un nouveau gang avec eux. Littleton refuse, mais Bill, lui, accepte. Rapidement, Bill Dalton et Bill Doolin s'imposent comme les chefs de ce gang, qu'on appelle désormais le gang Doolin-Dalton ou encore le Wild Bunch. Ensemble, durant les années 1893 et 1894, ils sont responsables du braquage de 4 ou 5 magasins et banques. Puis en mai 1894, Bill Dalton décide de quitter Doolin pour former son propre gang. Avec ce nouveau gang, il attaque le 23 mai 1894 la First National Bank de Longview au Texas. Cette attaque est particulièrement violente, puisqu'au cours de l'attaque, un membre du gang et 4 citoyens de Longview sont tués. Se sachant traqué par les marshals, la bande se sépare et Bill rejoint sa femme et ses enfants dans le ranch d'un ami près d'Ardmore dans le territoire indien.
Mais les représentants de la loi sont sur ces traces et le 8 juin 1894, plusieurs députés Marshall se présentent au ranch. Je ne vais pas vous mentir, Bill va mourir. Mais il y a plusieurs versions sur sa mort. La première nous est livrée par Emmett Dalton, qui, bien qu'en prison, est informé par une lettre de sa mère le 11 juin de la mort de son frère. Dans son livre, Emmett nous raconte la mort de Bill en citant le témoignage d'un jeune employé du ranch de 16 ans. D'après lui, Bill était en train de jouer avec sa petite fille infirme de 4 ans lorsque les Marshall sont arrivés au ranch. Lorsqu'ils aperçoivent Bill, les Marshall tirent aussitôt alors que celui-ci est désarmé et en compagnie de sa fille. Emmett nous dit aussi que cela provoqua un tel scandale que les députés Marshall impliqués dans cette affaire furent obligés de démissionner. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le récit d'Emmett Dalton, mais avant cela on va se pencher sur une deuxième version. L'historien américain Frank Latta, qui a surtout écrit sur les Amérindiens, nous raconte la mort de Bill dans son livre Dalton Gang Days. D'après lui, les Marshall encerclent le ranch et Bill tente de s'enfuir en passant par une fenêtre pour se diriger vers un champ de maïs. C'est à ce moment que les Marshall font feu et l'abattent. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il ait été abattu alors qu'il était désarmé. Bill Dalton n'est pas le seul à tomber sous les balles. Parmi les 11 personnes qui ont appartenu au gang Doolin Dalton, seulement 2 parviendront en vie au XXe siècle. Inutile de vous dire que les autres ne sont pas morts de cause naturelle. Concernant les derniers membres du gang des Dalton, Charles Pierce et George Newcomb sont tous les deux tués le 2 mai 1895. Alors qu'ils se rendaient au ranch de la famille Dune pour voir Rose Dune, avec qui Newcomb entretenait une relation, les deux hors-la-loi se font piéger. Les 2 frères de Rose, qui sont tous les 2 chasseurs de primes, ne voient pas d'un très bon œil la relation de leur sœur avec un hors-la-loi. Ils attendent Pierce et Newcomb au ranch et les abattent. Apparemment, Newcomb ne serait pas mort sur le coup et se serait réveillé le lendemain alors que les frères Dune emmenaient leur cadavre en ville pour percevoir la récompense. Les 2 chasseurs de primes l'auraient alors abattu à nouveau, mais cette fois-ci de façon définitive. Enfin, Bill Doolin est capturé le 15 janvier 1896 alors qu'il prend son bain dans un établissement spécialisé. Il s'évade le 5 juillet mais sera finalement tué le 24 août 1896 par le marshal Heck Thomas. Deux récits témoignent de tous ces événements. Le premier est écrit par Emmett Dalton lui-même et sort en 1918 sous le nom de Beyond the Law. Comme le dit Emmett lui-même, il a écrit ce livre afin de rétablir la vérité sur son histoire et celle de ses frères, estimant que les journaux et les récits précédents n'ont fait que salir leur image. Il raconte l'histoire du gang des Dalton, souvent avec précision à partir de ses souvenirs. Il n'oublie pas de rendre hommage et de saluer le courage de certains Marshall qui étaient lancés à leur trousse. En revanche, il n'est pas tendre avec ceux qui ont trahi une cause, qu'elle soit favorable ou non aux Dalton. Il ne manque pas non plus de tourner en ridicule les lâches et les incompétents. Son récit nous montre aussi qu'il était très proche de son frère Bob, qu'il considérait comme un modèle et parfois même, j'ai l'impression, comme un père de substitution. Il ne manque pas d'ailleurs de valoriser Bob, le décrivant comme un homme d'honneur, généreux envers les pauvres et juste. Il critique aussi tout au long de son récit la justice américaine et la corruption des représentants de la loi, qui sont d'après lui les raisons qui ont poussé les Dalton à se tourner vers la voie du crime. Enfin, à la fin de son livre, il témoigne des différentes étapes de sa libération, d'abord limitée à 4 mois, puis définitive. Il livre également son point de vue et sa vision sur le système pénal et judiciaire de son pays. C'est d'ailleurs un livre que je vous conseille, il est très instructif, écrit dans un style qui n'est pas vraiment littéraire, car Emmett n'est pas un littéraire, mais cela rend le récit d'autant plus immersif. Il est très facile de rentrer dans le texte et on a tout simplement l'impression de lire un western. En plus, il existe au format poche à moins de 10 €, donc ne vous privez pas. Le second livre qui nous raconte ces événements fait partie des récits qui donnent une image négative des Dalton et qui ont poussé Emmett à écrire son livre afin de rétablir la vérité. Ce livre est publié en 1892, un mois seulement après le raid de Coffeyville et la mort de Bob et de Gratt. Le titre peut se traduire en français par « Les frères Dalton et leur stupéfiante carrière criminelle ». L'auteur, lui, est un anonyme qui se fait appeler Eyewitness, témoin oculaire. Il s'agirait d'un habitant de Coffeyville, témoin de l'attaque du 5 octobre 1892. Et effectivement, la partie du livre sur l'attaque de Coffeyville est plutôt bien retranscrite, très détaillée et offre un point de vue différent de celui d'Emmett.
Il nous donne aussi un récit assez détaillé des heures et des jours qui ont suivi l'attaque de Coffeyville, ce qui est très intéressant car Emmett, lui, ne raconte pas grand-chose à ce sujet. Il faut dire que vu son état avec la fusillade, ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas beaucoup de souvenirs de cette période. En revanche, pour le reste du livre, on peut émettre de très grosses réserves sur la véracité de ce qui est raconté. Le livre est écrit bien plus comme un roman que comme un témoignage juste des événements. Il est d'ailleurs impossible que l'auteur ait pu avoir accès aux informations nécessaires pour raconter certains événements dont il nous parle. Si la trame générale est similaire au récit d'Emmett, il y a quand même de très grosses différences. Et pas seulement des différences de parti pris. Par exemple, Eyewitness ne nous parle pas du tout de Miss Moore. En revanche, il nous parle de plusieurs autres femmes que Bob aurait fréquentées. Il nous dit même que par jalousie, Bob, accompagné d'Emmett, aurait assassiné un homme alors qu'il était encore marshal. Il présente également les Dalton comme coupables de l'attaque du train Dalila, cette attaque de train qui a mis les Dalton hors la loi, alors qu'Emmett nous montre dans son livre qu'il est géographiquement impossible que les Dalton soient responsables de cette attaque. Il fait aussi, par exemple, passer le marshal Ransom Payne comme un héros, alors qu'Emmett le dépeint comme un lâche, incapable. Malgré tout, Emmett et Eyewitness sont d'accord sur quelques rares points, comme le courage des Dalton et le fait que Bob ne buvait pas d'alcool et dissuadait Emmett d'en boire. Mis à part pour le récit de l'attaque de Coffeyville, le récit d'Eyewitness est vraiment à prendre avec de très grosses pincettes. On voit clairement que le but de son récit est de détruire la moindre once de sympathie que quiconque peut avoir pour les Dalton. Là où Emmett s'éloigne d'une conception manichéenne et tend à montrer que la frontière entre hors-la-loi et représentant de la loi est très mince, Eyewitness, lui, dans son livre, fait tout le contraire. Les Dalton sont les méchants, ils sont cruels, vils et menteurs, tandis que les Marshall sont élevés au rang de héros, défenseurs de l'ordre et de la justice. À mon sens, le récit d'Emmett est beaucoup plus proche de la réalité. Oui, les Dalton étaient des criminels. Du moins 4 Dalton sur 15. Mais comme je l'ai fait en début de vidéo, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au début des années 1890, la guerre civile est terminée depuis 25 ans. Les guerres indiennes sont terminées. La conquête de l'Ouest est terminée. Tous les conflits majeurs du siècle sont terminés. C'est l'heure de la colonisation et de la construction. À la violence des armes et de la misère qu'ont pu connaître leurs parents, les Dalton, eux, font face à une nouvelle violence. Celle de la corruption et des abus de pouvoir. Et face à cette violence nouvelle qu'ils ne connaissent pas, ils réagissent avec leur violence à eux, celle des armes. Je ne tente pas ici d'excuser les actes des Dalton, qu'ils ont d'ailleurs payé le prix fort, mais plus de remettre les choses en perspective. Les Dalton ne sont pas le mal absolu, tout comme les Marshall qui les ont traqués ne sont pas les sauveurs de l'humanité. Les choses, comme toujours quand on regarde le passé, ne sont pas une simple opposition entre le bien et le mal. Ce n'est jamais aussi simple que ça. La frontière entre ces deux notions est toujours très mince, et chaque homme a en lui une part de bien et une part de mal. J'ai essayé de vous livrer l'histoire des Dalton avec cette vision, sans les présenter comme des monstres avides de meurtre, mais sans excuser leurs actes pour autant. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais je vous laisse seul juge de mon travail. Mais c'est d'après moi la façon de faire qui s'approche le plus de la vérité. J'aime bien conclure mes vidéos sur une citation, et cette fois, bien évidemment, ce sera une citation d'Emmett Dalton. Je précise quand même que cette citation est tirée de la fin du livre d'Emmett Dalton, dans la partie où il donne son point de vue et remet en cause le système judiciaire et pénal, qui est le système judiciaire et pénal des États-Unis de la fin du 19e siècle. Il faut bien garder ça en tête. Ces mots sont les derniers du livre d'Emmett. Il nous dit « Tout le monde s'accorde à admettre qu'une personne qui a mal agi doit être punie. Or, les usages corrompus de nos tribunaux contribuent à créer à l'égard de la loi un mépris dommageable à la cohésion de la société. Ce n'est pas la sévérité du châtiment qui découragera de commettre des crimes, mais bien l'assurance que ces crimes seront punis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez vu, le sujet et la période changent radicalement des autres sujets que j'ai pu traiter dans mes précédentes vidéos. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont donné leur point de vue dans les commentaires et qui m'ont encouragé. Ça me fait vraiment très plaisir et je vous avoue que ça me motive bien à continuer. J'ai aussi vu que certains d'entre vous préféreraient avoir des vidéos un peu plus courtes.
Alors j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes parce que je veux toujours être le plus complet et le plus précis possible, du coup les vidéos deviennent rapidement très longues. Mais je réfléchis à un concept pour justement faire des vidéos un petit peu plus courtes de 15-20 minutes. Mais pour l'instant c'est juste un concept en réflexion, donc va falloir patienter un petit peu. Merci en tout cas de me suivre et à bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner.